Et j'ai fait intervenir Sandrine aujourd'hui tout simplement parce que la plongée scientifique, c'est un domaine qui fait rêver beaucoup de monde, qui est super intéressant, qui est un domaine dans lequel on commence à proposer de plus en plus de choses. Alors Sandrine, est-ce que tu peux me dire en quoi consiste ton métier, s'il te plaît? Est-ce que tu es tout le temps dans l'eau? Est-ce que tu es tout le temps au bureau? Et par quoi tu as commencé? Par la plongée? Par la science? Explique-moi tout ça, s'il te plaît. Oui, alors, tout d'abord, mon métier, hein, qui est enseignant-chercheur, déjà, il est découpé en deux grandes activités. L'enseignement à l'université, qui me prend beaucoup de mon temps, à peu près la moitié, on va dire, et la recherche scientifique pour l'autre partie de mon temps. Alors, la recherche scientifique, c'est un petit peu de terrain, un petit peu de laboratoire, et quand même beaucoup de travail de bureau ou d'analyse en laboratoire qui vont conduire à l'élaboration de nos projets de recherche et à la production des résultats de recherche issus de nos travaux. Voilà, donc il ne faut pas imaginer que déjà, biologiste marin, on passe beaucoup de temps dans l'eau. Donc moi, j'ai orienté mes sujets de recherche en écologie marine, ce qui fait que je suis appelée à faire beaucoup de travail de terrain en plongée sous-marine. Mais là encore, quand vous avez en face de vous un biologiste marin ou un océanographe, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va se mettre à l'eau. Et je dirais qu'au contraire, la majorité ne se mettent jamais à l'eau. La majorité vont éventuellement faire des missions en bateau pour faire des prélèvements à partir du bord, des prélèvements d'eau, de plancton, de sédiments, des mesures dans la colonne d'eau, mais ne mettront jamais un pied ou une palme dans l'eau. Donc, en fait, au laboratoire, au total, à peu près 200 personnes, on est peut-être 10, voire 15 à plonger grand maximum. Donc, vous voyez que c'est une petite partie des biologistes marins. Mais quoi qu'il en soit, en écologie, on a besoin de beaucoup de données de terrain. Et moi, j'ai orienté mes sujets de recherche là-dessus parce que je suis passionnée de plongée. Donc, du coup, en étant biologiste, je me suis dit, tiens, ça serait bien d'allier ma passion pour la plongée et mon métier de recherche. Et donc, pour en venir à ta première question, oui, j'ai commencé à plonger avant d'être chercheur. J'ai commencé à 17-18 ans. Pourquoi? Parce que je passais mes vacances au bord de la mer. Et puis, à l'occasion, je pouvais plonger. Et donc, je passais mes journées de vacances, en fait, à plonger. Hein. Tous les jours, j'allais faire au moins une plongée. Voilà, c'était mon programme de vacances à partir d'à peu près 17-18 ans. Et puis j'ai continué, et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire de la biologie, parce que de toute façon, j'étais comme scientifique dans l'esprit, donc j'ai commencé à faire de la biologie, et puis dès que les cursus m'ont permis de m'orienter en biologie marine, c'est-à-dire à partir de la licence, eh bien, je me suis orientée en océanographie. Donc, d'abord, je suis de Lyon, donc d'abord, c'était plus de la physiologie des milieux extrêmes. Et puis ensuite, je suis venue à Marseille dans le cadre de la maîtrise d'océanologie à l'époque, maintenant qui s'appelle le master. Et j'ai fait mes études à Marseille d'océanographie, tout en continuant, bien sûr, de plonger. Donc, en étant étudiante et plongeuse, c'est là où j'ai commencé à faire de la plongée scientifique. Mes premières plongées scientifiques, je peux dire que je les ai fait à peu près à 24 ans, à peu près, 24 ans. Donc, vu mon grand âge, ça fait déjà un certain nombre d'années, presque 30 ans. Ouais, presque 30 ans, pardon. Presque 30 ans que je fais de la plongée scientifique, un peu plus pour la plongée en général. Voilà. Donc, ça, c'est mes premiers pas en plongée scientifique. Et puis, tout au long de ma carrière, j'ai continué à plonger. Et en moyenne, on peut dire que je fais à peu près une centaine de plongées scientifiques par an, ce qui est un bon rythme. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui en font autant. Donc, mes plongées qui sont à peu près, alors pas réparties de manière équitable tout au long de l'année,
mais en moyenne, 1 à 2 sorties par semaine. Il y a des semaines où j'en fais pas du tout parce qu'il y a une mauvaise météo ou parce que j'ai pas de sortie prévue. Parce qu'on dépend aussi des moyens à la mer du laboratoire, les bateaux et les plongeurs qui nous accompagnent. Et puis des fois, c'est 3 fois par semaine où je suis en mer. D'ailleurs, en ce moment, c'est une période, le printemps, l'été, c'est une période où on va plonger beaucoup plus. Mais quoi qu'il en soit, on continue à plonger aussi tout l'hiver. Hein, donc, c'est pas le froid ou les mauvaises conditions qui vont nous décourager. Et puis surtout que, en fait, l'intérêt aussi de nos études, c'est de voir ce qui se passe à toutes les saisons. Donc, on plonge toute l'année. Voilà. Il faut savoir qu'un plongeur scientifique, il plonge jamais tout seul. On est accompagné par d'autres plongeurs, alors collègues, chercheurs éventuellement, ou alors on dispose d'un service de plongée au laboratoire. C'est un service commun. Et là, on va avoir un chef plongeur qui s'occupe un petit peu de la logistique et de l'organisation de la plongée, mais de l'organisation logistique, pas de l'organisation de ce qu'on va faire sous l'eau, mais il va prévoir que le bateau est bien disponible, que l'équipage est disponible, que les blocs sont réprouvés, voilà, vraiment la partie un peu matérielle de notre travail. Voilà. Donc, voilà, donc c'est un programme quand même qui m'occupe beaucoup, la plongée scientifique. Parce que comme je vous le disais, c'est quasiment toutes les semaines. Quand on sort, en général, on fait 2 plongées qu'on enchaîne. Hein, voilà, toutes les semaines. Ça veut dire que le reste du temps, je suis au laboratoire où je fais mes enseignements. Au laboratoire, on va trier les échantillons qu'on a ramassés, par exemple, faire des mesures chimiques, voilà. Ou alors au bureau, on a des ordinateurs, bien sûr, où on va rentrer toutes nos données, les analyser, publier, etc. Voilà, tout un travail de recherche pour valoriser, bien sûr, nos données scientifiques. Alors, voilà. Avant de parler des données scientifiques et des projets sur lesquels tu travailles, je voulais apporter un point aussi. Il me semble qu'on a fait un achat ensemble et une formation pour te qualifier au recycleur. Quelle est ta répartition? Tu me parles d'une centaine de plongées par an entre plongée recycleur, plongée circuit ouvert depuis que tu as ce recycleur prévu. Oui, alors en plongée recycleur, dans le milieu professionnel scientifique, on plonge pas encore beaucoup recycleurs, parce qu'en fait, on n'est que 2 à avoir des recycleurs. Pour certaines plongées également, on n'a pas besoin forcément d'être en recycleur parce qu'on n'est pas forcément très profond ou on reste pas forcément très longtemps. Donc, actuellement, j'utilise surtout en plongée loisir. Mais en gros, on va dire que dans le milieu, dans mon travail scientifique, je vais faire une dizaine de plongées avec le recycleur, le reste en circuit ouvert. Voilà, donc dans l'avenir, ça va s'accroître, ça va augmenter parce que petit à petit, les gens s'y mettent, etc. Mais en plongée scientifique, il faut savoir qu'on est soumis à une réglementation qui est très stricte. Je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure. À la fois au niveau de la formation, mais des règles à mettre en œuvre pour pouvoir plonger. C'est quand même très encadré, beaucoup plus que la plongée loisir, donc voilà, y compris au niveau des visites médicales, etc. Voilà. Mais mon souhait, c'est d'accroître cette activité en recycleur, ça viendra petit à petit, ça. Bien sûr, ça c'est effectivement le jeu de la formation et de la plongée professionnelle. Alors maintenant, parlons des projets sur lesquels tu travailles. Moi, j'en ai plusieurs en tête, mais quels sont les projets qui te mobilisent le plus actuellement? Je vais te laisser la parole et aiguiller la conversation là-dessus. Alors, actuellement, on peut dire depuis 1 an, on travaille beaucoup sur une algue invasive qui est à Marseille. Alors, les Marseillais qui écoutent éventuellement ont peut-être vu cette algue brune qui colonise certains secteurs de Marseille, notamment tout le tour de l'île Mer, oui. Et la côte de Callelongue à peu près un peu plus loin que Marseille Vert, hein, la Mounine, voilà, c'est colonisé par cette algue brune. Il y a maintenant des patchs un petit peu dans tout l'archipel de Riou, etc.
D'ailleurs, j'appelle à signalisation si parmi vous, il y a des plongeurs qui connaissent cette algue qui s'appelle Rugulopteryx okamurae et qui veut nous faire part d'une observation, ça c'est bienvenu parce que on peut pas être partout, donc voilà, mais on en reparlera de la participation peut-être à des observations de plongeurs loisirs. Donc ce travail m'occupe beaucoup parce qu'on a des suivis saisonniers, des prélèvements également, donc beaucoup de plongées là-dessus. Je plonge également régulièrement sur les récifs artificiels pour faire un suivi là aussi de recensement d'espèces poissons et invertébrés. Donc là aussi, c'est des suivis saisonniers. Et en ce moment, on fait des suivis sur les récifs qui sont à Cortiou, donc en zone polluée. Voilà, donc là aussi, ça demande pas mal de plongées. Alors, si je peux me permettre, Sandrine, hein, pour repréciser, parce que beaucoup de nos auditeurs ne doivent pas connaître les récifs artificiels du Prado. Je vais sûrement dire des bêtises, tu me corrigeras. Hein, ça a été les premiers récifs sur une étendue aussi grande. Hein, je ne sais pas si c'est pas 24 000 hectares, je me trompe certainement. C'est des sortes de buildings sous-marins, des cubes qui ont des formes précises qui ont été entassés devant les plages du Prado de façon à y voir le développement de la faune. Hein, et alors, est-ce que tu peux corriger ça et nous en parler davantage de l'évolution de tout ça? Ouais. Alors, c'est 200 hectares, ça fait déjà pas mal. C'est pas 24 000 hectares. Bon, c'est le côté marseillais. Hein. Voilà, non, mais c'est pas. Voilà, c'est une zone de 200 hectares dans laquelle il y a 400 récifs artificiels. Donc, c'est des modules plus ou moins gros qui sont avec des architectures assez différentes. Il y a 6 types d'architectures différentes, des amas de cubes, des amas de roches en éboulis, il y a des filières, il y a des structures en béton aussi avec des formes un peu plus complexes. Donc au total, 400 modules différents. Et il faut savoir que du coup, ces 200 hectares, ils ne sont pas couverts de manière exhaustive par ces récifs. Hein. Ça veut dire qu'il y en a un de temps en temps, et tous les récifs sont distants les uns des autres d'environ entre 5 et 50 mètres. Hein. Des fois, on est loin de certains récifs, puis des fois, ils sont relativement proches. Donc ça, c'est pour les récifs du Prado, le plus grand champ de récifs d'Europe, voilà, à signaler, qui a maintenant 14 ans de longévité, voilà, donc très bien colonisé. Alors, les récifs du Prado, on les a beaucoup suivis au départ. J'ai eu un étudiant en thèse, notamment, qui a étudié le fonctionnement de ces récifs artificiels et plus particulièrement ce qu'on appelle le réseau trophique, c'est-à-dire comprendre qui mange qui et surtout l'origine de la matière qui est utilisée par les organismes de ce récif, c'est-à-dire l'origine du carbone. Est-ce que c'est de la production locale? Est-ce que ça vient du plancton, etc. Voilà, c'était intéressant de vraiment comprendre comment ça fonctionnait. Et puis, on a continué à plonger. J'ai notamment des expérimentations de complexification des modules, parce que l'intérêt d'un écosystème, c'est sa complexité. Plus il va être complexe, plus il y aura une diversité importante d'espèces, en gros. Hein. Donc, nous, on a des expérimentations de complexification dans une optique, éventuellement plus tard, de complexifier ces récifs pour qu'ils soient plus efficaces, mais aussi de comprendre l'intérêt de cette complexification. Voilà, ça c'est pour les récifs du Prado, mais plus récemment, à Marseille, ont été immergés d'autres récifs qui se trouvent à Cortiou. Alors, ça veut dire qu'on ne plonge pas que dans des endroits idylliques. On plonge à 200 mètres de l'émissaire de Cortiou. Voilà. Oui, pour rappel, Cortiou, c'est la sortie. Oui. C'est la sortie. Alors, c'était l'ancienne sortie des égouts. Ça reste la sortie des égouts, mais après la station d'épuration. Donc, c'est vrai que moi, je me souviens y avoir m'y être à peine approché il y a 30 ans, c'était irrespirable. Maintenant, c'est quand même complètement différent, mais ça reste la sortie des eaux usées qui ont été épurées. Oui, oui, c'est quand même 1,5 million d'équivalents habitants d'eau
épurés qui sortent là. Donc, ça reste de l'eau quand même très chargée en matière organique et autres matières. Voilà. Donc, d'ailleurs, donc on plonge dans des conditions des fois d'eau assez sale. Pour cela, il faut qu'on ait d'ailleurs des vaccinations spécifiques. Hein. La médecine du travail nous demande d'être vacciné contre certaines maladies parce que c'est vrai que c'est pas de l'eau propre. Voilà. Donc là, c'est un autre sujet qui est très intéressant parce que à cet endroit, il y a 4 petits sites de récifs identiques qui sont à des degrés d'éloignement croissants depuis la source de pollution. Donc pour nous, ça permet de comparer des sites avec des habitats identiques, la même forme, le même volume, mais soumis à des pollutions décroissantes, si on part de l'émissaire jusqu'à 1,5 km. Voilà, donc ça aussi, on le suit, par exemple, depuis quelques années. D'accord. Et à Cortiou, c'est à peu près les mêmes structures qu'au récif de Prados? C'est des cubes de béton? Alors, non, c'est très différent. C'est des récifs. Alors, il y a des récifs qui ressemblent plutôt à des espèces de petits immeubles avec des plaques en béton horizontal et avec, pour tenir ces différents étages, vous avez des parpaings, des structures plus ou moins ajourées qui vont faire une sorte de petit immeuble, hein, en gros. Et puis, il y a une autre forme de récif qui s'appelle des récifs fractales, qui là sont des plaques qui sont orientées comme ça vers le haut et ça fait une forme un peu fractale. Bon, voilà, ça c'est un récif avec une architecture, je dirais esthétiquement qui est assez sympathique, efficacement, c'est discutable. Voilà. D'où l'intérêt d'étudier ces récifs artificiels qui sont des structures quand même qui coûtent cher à mettre en place. Donc, autant immerger des choses efficaces. Alors justement, par rapport à ça, j'ai une question qui me titille parce que il me semble me souvenir qu'il y a eu des expériences malheureuses de récifs artificiels. Hein, je crois que c'est à Nice où on a eu une idée géniale il y a quelques dizaines d'années d'immerger des tas de pneus en disant que ça ferait des récifs artificiels pour la faune qui ont généré une pollution extraordinaire. Aucun poisson n'y est venu. Il a fallu payer une fortune pour dépolluer tout ça. Est-ce qu'avec des récifs en béton, c'est neutre? Est-ce que ça ne cause pas d'autres soucis? Alors, c'est vrai que il y a une période, dans les années 70-80, il y a eu une mode de faire des récifs artificiels qu'on pourrait qualifier de poubelles, c'est-à-dire qu'on a utilisé des pneus, des carcasses de voitures, etc. Tout ça, ça a été désastreux parce que soit ça a pollué, soit ça a été étalé sur le fond comme les pneus. Les carcasses de voiture, il y en a qui se sont retrouvées sur la plage parce qu'une carcasse de voiture, en fait, c'est très, très fragile et avec les courants et la houle, ça ne résiste pas. Donc ça a été une mode qui est complètement passée maintenant parce que la législation française a fait en sorte d'interdire toute immersion de structures pouvant être considérées comme des déchets. Donc ça, on n'en parle plus. Maintenant, les récifs artificiels, ce sont des structures qui sont étudiées, pensées, alors par des architectes, par des constructeurs, alors souvent en lien avec des scientifiques de préférence, pour optimiser l'habitat. Donc, on va faire des structures principalement en béton, mais aussi il peut y avoir du métal, il peut y avoir du bois, voilà, il peut y avoir de la roche aussi, hein, des blocs de roche. Tout ça dans le but de créer des habitats qui sont favorables à la vie marine, mais également dans l'objectif de ne pas mettre des choses polluantes dans l'eau. Donc, le béton qui est utilisé en général, c'est du béton neutre qui ne va pas relarguer d'éléments chimiques dans l'eau. Et pour tous les autres matériaux, c'est le cas. Hein. Donc, il y a une vigilance là-dessus. Si vous avez une autorisation pour mettre des récifs artificiels, c'est qu'il y a eu toutes les études nécessaires qui ont démontré la neutralité de ces récifs. Par contre, ce qui peut être discutable, c'est l'endroit où on les met. Par exemple, dans la baie du Prado, ça se justifiait pleinement parce que c'est une zone qui a été dégradée au cours du temps par les travaux littoraux, l'aménagement des plages, etc. Une zone où les herbiers de Posidonie avaient fortement régressé
et où les pêcheurs pêchaient de moins en moins. Donc, il y avait nécessité de restaurer les habitats. Alors là, on ne les a pas restaurés à l'identique parce qu'on n'a pas replanté d'herbiers de Posidonie, mais on a mis des blocs en béton, mais ça recrée de l'habitat pour restaurer les peuplements de poissons. Donc là, ça se justifie pleinement. Par contre, des récifs, par exemple, en face de Cortiou, c'est des récifs, on va dire, expérimentaux. Leur but, ce n'est pas de la production de poissons, parce qu'on comprend bien que produire du poisson en zone polluée, il vaut mieux s'abstenir. Voilà. Bon, donc, pour nous, c'est une expérimentation. On profite de ces récifs pour voir ce qu'il en est de la pollution sur la colonisation, mais c'est des récifs qui ne se justifient pas en termes de production. D'accord, voilà. entendu. Et en termes de restauration. Ok. Et alors, en termes de suivi, qu'est-ce qui t'a plus marqué comme évolution de la faune, que ce soit sur les récifs artificiels du Prado, donc en face des plages du Marseille, ou sur les récifs de Cortiou qui sont à la sortie de l'émissaire, donc de la station d'épuration? Dans la baie du Prado, ce qui m'a quand même étonné, c'est la rapidité de colonisation, aussi bien par les invertébrés, c'est-à-dire les éponges, les bryozoaires, les échinodermes, etc. Et puis, quand même, le potentiel qu'a cette baie pour, quand on laisse tranquille les poissons, parce qu'il est interdit de pêcher sur ces récifs, le potentiel de cette zone pour finalement accueillir une quantité de poissons vraiment formidable. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit maintenant dans le parc national des Calanques. Là où l'activité de pêche est interdite, on voit une augmentation spectaculaire de la biomasse de poissons, de la taille des poissons. On voit revenir des espèces qu'on ne voyait plus ou qui étaient très rares. Je pense aux corbes notamment, hein. Les corbes qui avaient disparu complètement, enfin quasiment. En fait, maintenant, on en voit sur tous les sites de plongée du parc. Ouais. Les corbes, les mérous, même un poisson beaucoup plus banal, je dirais la mostelle, avant le parc, dans les zones autour de Riou, alors on voyait des mostelles, mais il fallait aller un peu profond, il fallait les chercher. Maintenant, sur tous les sites de plongée, il y a des mostelles dans les trous, quoi. Voilà. Donc, je dirais que ça, c'est un signe encourageant qui montre que quand on veut y mettre les moyens, quand on veut gérer, restaurer la biodiversité, on peut le faire. Mais encore faut-il faire les efforts qui vont avec et je dirais même les sacrifices de certaines activités, accepter des contraintes. Alors, voilà. Donc ça, c'est l'affaire de tous, hein, d'accepter ces contraintes, mais on voit qu'on en bénéficie aussi tous ensuite. Les récifs de Cortiou, ce qui m'a le plus surpris, c'est en très peu de distance de voir la différence de colonisation entre la zone juste en face de l'émissaire et puis plus on s'éloigne, plus on va avoir la biodiversité qui augmente. Il y a des espèces qui sont complètement absentes à 200 mètres de l'émissaire de Cortiou, notamment une espèce de poisson, je pense l'espèce de poisson la plus commune de Méditerranée. Alors devine laquelle c'est, Vincent. Alors, je pense Quel est le poisson que je n'ai jamais vu sur ces récifs à 200 mètres de Cortiou? Alors, je dirais sard ou castagnole. Non. Les girelles. Oui, les girelles. J'ai jamais vu une. Ouais. Troisième essai quand même. Oh, t'es vache. J'ai jamais vu une girelle sur les récifs qui sont les plus proches de l'émissaire. Donc, voilà, ça m'étonne. Mais voilà, donc bon, c'est le genre de petits résultats qui sont assez surprenants. Voilà. D'accord. Alors, avant que est-ce que tu veux présenter d'autres projets sur lesquels tu travailles? Et avant ça, j'aurais une question. Qu'est-ce qui, dans ta carrière, alors, en termes de plongée scientifique, quelle est l'anecdote qui t'a le plus marqué? Anecdote qui m'a le plus marqué. Alors là, c'est une question difficile. En fait, c'est à chaque fois que j'ai trouvé une espèce envahissante. Parce que, alors, moi, j'ai le flair. Alors, une espèce envahissante, c'est une espèce qui n'était pas là géographiquement avant, qui vient d'une autre mer du monde et qui d'un coup apparaît dans une nouvelle zone géographique.
et généralement qui est amené par l'action de l'homme, soit par le transport maritime, soit par l'aquaculture, etc. Et du coup, je pense que ça vient du fait que je fais de la plongée scientifique depuis près de 30 ans. Du coup, j'ai une faculté d'observation qui est forcément bonne, voire très bonne. Et du coup, coup sur coup, j'ai découvert ces espèces envahissantes. Voilà. Donc, voilà, j'ai à mon actif plusieurs signalisations de nouvelles espèces sur le littoral. Voilà. Donc, c'est peut-être ça qui. Voilà, ça m'amuse assez. Voilà. D'accord, Et la entendu. deuxième question, autre sujet aussi, tu me disais d'autres sujets de recherche. Alors, je peux parler d'un programme qui s'appelle GOSMED, qui s'intéresse aux engins de pêche perdus, c'est-à-dire tout le matériel de pêche qui est perdu, à la fois par les pêcheurs professionnels ou les pêcheurs de loisirs, donc filets de pêche, chalut, nasse, fil de pêche, plomb de pêche, palangre, et voilà. Et en fait, j'ai monté ce programme de recherche parce que d'une part, c'était en 2015, je me suis aperçue que c'était un impact très significatif sur les écosystèmes, qui était souvent cité même dans les publications scientifiques, mais sans jamais de quantification ou d'indication très précise et de quantification de l'impact. Donc en fait, j'ai monté ce programme pour répertorier un maximum de signalisation. On a mis au point un indicateur qui nous permet de mesurer l'impact et d'aider les gestionnaires ensuite à prendre des décisions d'action de retrait ou non de l'engin de pêche, parce qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas agir partout. Donc, il faut prioriser les actions. Et on a aussi suivi des sites pilotes où il y avait des filets perdus, on les a retirés et on a fait avant-après voir le rétablissement des écosystèmes une fois qu'on a retiré l'engin de pêche. Voilà, donc ça, c'est aussi un sujet qui me tient à cœur parce que c'est vraiment lié à la préservation des écosystèmes, mais surtout, on fait appel aussi aux plongeurs de loisirs parce qu'ils sont tout le temps dans l'eau, dans plein d'endroits différents, pour qu'ils nous signalent leurs observations d'engins de pêche perdus sur le fond. Et donc, pour nous les signaler, il suffit de taper sur Google GOSTMED, Ghost pour pêche, pour fantôme, parce qu'on parle de pêche fantôme quand il y a des engins de pêche qui sont perdus au fond. MED pour Méditerranée, et vous pouvez, là, sur ce site, nous signaler vos observations, qui sont ensuite prises en compte. On fait une évaluation, on prend contact avec des associations, les gestionnaires locaux, et on voit ce qu'on peut faire. Voilà. D'accord. Alors ça, c'est un volet important aussi. Là, on arrive un peu dans le sujet des sciences participatives, parce que tu es plongeur scientifique. Tu nous as expliqué qu'il y avait beaucoup d'écologistes qui ne plongeaient pas forcément, bien qu'ils fassent de l'écologie marine, et qui avaient recours donc à des prises d'informations qui peuvent provenir soit de plongeurs loisirs, ou alors est-ce que vous utilisez aussi d'autres personnes en plongée pour faire des prélèvements, pour faire des observations? Quelles techniques sont utilisées pour ça? Alors, en fait, quand on est plongeur scientifique, on peut l'être à différents niveaux. On peut l'être à un niveau, on va dire, technicien de terrain, où on va avoir un protocole à appliquer. Ça peut être des prélèvements, des comptages, voilà, ou des mesures sous l'eau. Donc là, ça va être un travail de technicien, voilà. Et là, bien sûr, il faut que ça soit des choses relativement simples à faire, à mettre en œuvre, qui ne nécessitent pas forcément des connaissances académiques très importantes. Et du coup, nous, même au laboratoire, on a des plongeurs scientifiques qui vont nous accompagner. Ensuite, on peut avoir un niveau d'expert en termes de sciences. Ça va être mon cas où moi, je vais monter mes programmes de recherche avec le protocole qui va bien pour répondre à ma question scientifique. Et à ce moment-là, je vais mettre en œuvre mes plongées en fonction de ça, mais en me faisant aider alors d'autres collègues plongeurs scientifiques ou de techniciens. Où le technicien, si je lui explique qu'il faut prélever telle quantité de sédiments dans un quadrat qui fait telle dimension, de telle manière,
voilà, il va être à même de le faire, ou alors même sur la reconnaissance d'espèces, eh ben, on est appelé aussi à faire de la formation pour former les gens et qu'ils soient capables de faire cette plongée scientifique. Alors, un exemple type c'est, alors je fais partie d'une association qui s'appelle le GEM, Groupe d'études du Mérou. C'est une association qui regroupe des scientifiques et des naturalistes, donc pas forcément des professionnels de la science. Et en fait, on opère des comptages de mérous dans différentes zones de la Méditerranée. Alors, c'est parfois dans des parcs, parfois dans des zones qui ne sont pas protégées, etc. Et là, ben, les plongeurs qui nous accompagnent, bien sûr, doivent être plongeurs professionnels, mais on reviendra peut-être après sur les cursus. Mais ben là, ils ont été formés pour reconnaître les mérous, mais ça, c'est pas trop difficile, mais surtout à appliquer un protocole d'estimation de la taille et puis de prise de notes, parce qu'on va leur demander de bien noter la profondeur, le comportement du mérou, etc., différentes informations qui permettent d'avoir un comptage ensuite exploitable par les scientifiques. Voilà, donc voilà, plongeur scientifique, pour voir qu'il y a différents niveaux et on peut, à son petit niveau, mettre en œuvre des protocoles assez simples. Pour être plongeur scientifique, il faut une sorte de discipline aussi. Voilà, quand on se met dans la peau d'un plongeur scientifique, il faut se dire qu'on va consacrer la plongée à appliquer un protocole et pas à papillonner, à regarder les limaces. Voilà. Donc, c'est ça un petit peu la rigueur de la plongée scientifique. C'est ça, c'est de se mettre dans un protocole et de le faire. Alors, je vous rassure, souvent, on ne va pas plonger 1 heure à faire un protocole, quoique des fois, ça nous arrive. Mais vous avez toujours après un petit quart d'heure de détente pendant les paliers. Voilà. Mais bien sûr, il faut être à même d'appliquer ce protocole. Alors souvent, on va idéaliser le plongeur scientifique parce qu'on dit « Ah, il a un chouette métier, il plonge pour son métier ». Mais attention, des fois, vous allez pendant 1 heure faire un comptage et vous n'allez rien voir de ce qui se passe autour quasiment. Hein. Donc voilà, ce n'est pas forcément quelque chose de très idyllique comme on peut imaginer la plongée à certains endroits. D'accord, ben, effectivement, c'est du travail sous-marin, quoi, en fait. Donc, Voilà. c'est super intéressant, Sandrine. On va bientôt terminer le live puisqu'on est déjà à près de 40 minutes, bien sûr. Je rappelle aux éditeurs que vous pouvez poser des questions. Moi, j'en ai encore une. C'est mon fils ou ma fille ont été passionnés par ce que tu as raconté. Quels sont les meilleurs conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut agir dans la plongée scientifique, soit comme toi, soit comme collaborateur pour faire quelque chose, pour intervenir dans ces process scientifiques? Alors déjà, il faut être un bon plongeur. Donc à la base, on se forme en plongée loisir parce que tous les plongeurs scientifiques ont commencé en plongée loisir. Généralement, on conseille d'être au minimum niveau 3 pour ensuite acquérir le premier niveau pour plongeur professionnel, mention B, donc pour la plongée scientifique. Donc, un niveau 3, c'est préférable. Alors, si vous avez le niveau 2, bien sûr, l'école de plongée qui va vous former aux classes 1B vous mettra un niveau. Mais tant qu'à faire, être niveau 3, c'est conseillé. Donc, ensuite, plonger aussi hors formation pour s'aguerrir, hein, pour être à l'aise dans l'eau, etc. Parce que quand on va mettre en œuvre un protocole scientifique, même si, bien sûr, on respecte toute la sécurité, etc., on aura aussi d'autres choses à penser, hein, prendre des notes, observer, etc. Donc, ça veut dire souvent, même si on ne plonge jamais tout seul, on peut se retrouver un peu tout seul dans sa tête parce qu'on va être absorbé par notre sujet d'étude. Donc, il faut être d'abord un bon plongeur, ça, c'est indispensable. Et ensuite, si vous voulez vous diriger vers de la plongée scientifique, alors, il faut choisir, est-ce que je veux devenir professionnel ou est-ce que je veux être plongeur scientifique, mais en amateur. Donc, si vous voulez être professionnel, là, ça veut dire qu'il va falloir quand même faire un cursus d'études scientifiques pour étayer votre profil de plongeur. Et puis, bien sûr, passer la qualification
de plongeurs scientifiques, donc au minimum le classe 1B, pour pouvoir évoluer de 0 à 30 mètres. Bon, il y a le classe 0 aussi, de 0 à 12 mètres. C'est aussi une possibilité. Si vous voulez être plongeur scientifique, mais continuer pour vos loisirs, c'est-à-dire que vous ne serez pas rémunéré pour ça, vous allez juste participer à des missions scientifiques. Tout à l'heure, je parlais du GEM, par exemple, si vous voulez participer aux missions du groupe d'études du Mérou, eh bien, à ce moment-là, ou alors participer à des plongées de certaines associations qui font des relevés sous l'eau, etc. Ben là, à ce moment-là, il faut quand même passer la qualification professionnelle, c'est indispensable, mais vous n'avez pas forcément besoin de suivre un cursus scientifique. Je vous conseille vivement quand même, à ce moment-là, de vous rapprocher, par exemple, de la fédération de biologie ou des clubs de plongée qui vous proposent une formation biologie. Voilà, pour avoir quand même des connaissances naturalistes en biologie. Alors, il y a aussi des ouvrages qui peuvent vous permettre de vous former, mais il est quand même conseillé d'avoir ces connaissances naturalistes pour pouvoir reconnaître une éponge d'un oursin, un minimum. Hein. Voilà, non, mais il ne s'agit pas ici de savoir le nom en latin de toutes les espèces, mais au moins d'avoir des connaissances en biologie marine. Voilà, donc il y a des clubs qui proposent ce genre de formation. Je pense qu'à Quadomia, vous avez des parcours biologie marine. Il y a la fédération de plongée aussi qui délivre des différents niveaux bio. Voilà, donc selon où vous vous trouvez, c'est possible de se former. Et ensuite, bien sûr, de rentrer en contact avec des gens qui peuvent vous proposer des activités de plongée scientifique. Voilà, donc différentes associations. Alors nous, en tant que laboratoire du service public, on a du mal à embarquer des bénévoles. Ça nous arrive parfois, mais comme on est tenu pour avoir des ordres de mission, etc. Mais bon, c'est quand même possible. Hein. On a parfois des bénévoles qu'on arrive à embarquer avec nous. Voilà, il faudra faire un petit peu de paperasse, mais c'est possible. Ok, entendu. Alors, pour réagir à une de tes remarques, oui, on fait des formations bio et on est actuellement aussi en train de on vient de lancer une préformation plongeur scientifique pour débutants, pour des gens qui sont niveau 1, qui leur permettra de passer niveau 2, 3, avec une orientation fortement connotée biologie et aussi sur des petits travaux sous-marins. Alors, j'affiche ici une question de Clément qui nous a déjà demandé qu'est-ce qu'on préférait. Est-ce que c'était, qu'est-ce qu'on conseillait, 1B, 2B, 3B, hein, généralement, on part plus sur le 2B qui permet de travailler de 0 à 50 mètres. Et là, est-ce que tu es directrice de thèse? Est-ce que ton laboratoire recherche des ingénieurs écologues? Est-ce que tu peux répondre à Clément? Oui, j'ai des thésards. J'en ai un actuellement. Je vais en avoir un deuxième à l'automne. Donc, je vais en avoir 2. Bon, après, j'ai aussi des stagiaires, etc. Votre laboratoire recherche-t-il des ingénieurs écologues? Alors, malheureusement, on recrute très peu parce que dans le service public, il y a peu de postes qui sont créés. Donc, parfois, il peut y avoir du recrutement. Il faut regarder les postes qui sont mis au concours, etc. Mais de toute façon, par exemple, pour travailler dans un laboratoire, il faut passer les concours de la fonction publique, CNRS ou université. Après, parfois, nous recrutons des ingénieurs écologues en CDD, par exemple, pour une mission. Moi, très régulièrement, ça m'est arrivé de prendre quelqu'un pendant 6 mois, 1 an sur un programme de recherche. Par exemple, quand je vous ai parlé de mon programme GOSMED tout à l'heure, j'avais embauché une personne, donc il était titulaire d'un master. Pendant 1 an, il a travaillé sur ce programme avec moi. Voilà. Donc, il faut regarder sur les sites des laboratoires les postes qui sont publiés, les recherches de CDD, les thèses aussi. On recherche parfois des candidats de thèse. Hein, donc, moi j'ai mes candidats, mais je sais que régulièrement, il y a des offres qui sont publiées.
D'accord, super. Merci pour ta réponse, Sandrine. Avant de faire réapparaître Sébastien, qui ne manquera pas de poser quelques questions complémentaires, moi j'en avais une, puisque c'est la Journée mondiale des océans, puisqu'on parle beaucoup de changement climatique, etc. Quelle est ta position, toi? Qu'est-ce que tu penses de l'évolution climatique par rapport aux océans? Qu'est-ce que tu as constaté? Ah ben, bon, bah, le réchauffement climatique, il est indéniable. Changement climatique, réchauffement climatique, hein. En Méditerranée, du fait que c'est une mer qui est relativement fermée, petite, on subit de plein fouet les effets du réchauffement climatique, à la fois avec le réchauffement des eaux. Le réchauffement se traduit par en moyenne déjà plus de 1 degré de réchauffement des eaux méditerranéennes. Euh, les eaux méditerranéennes, ça veut dire vers la surface, mais aussi en profondeur. Alors en profondeur, le réchauffement, il est mesuré, mais il est un peu moins important. Donc ça, le réchauffement, ça provoque déjà un changement dans la biologie de certaines espèces et dans la répartition des espèces. Donc ça, tout le monde peut l'observer. Tout le monde a vu qu'il y a de plus en plus de barracuda. Alors le barracuda, attention, ce n'est pas une espèce exotique qui est venue de mer Rouge, etc. Celui qu'on observe, c'est une espèce méditerranéenne, mais le réchauffement climatique le favorisant parce que c'est une espèce qui aime la chaleur, thermophile, et donc du coup, eh ben, il est de plus en plus à l'aise sous nos latitudes, et donc on en voit de plus en plus à Marseille, dans le Var, etc. Et il peut en plus se reproduire. On voit des juvéniles de barracuda, ce qui, il y a 30 ans, n'existait pas, quoi. À Marseille, on voyait pas de barracuda ou très peu. Voilà. Donc ça, le changement de répartition des espèces. Autre chose qu'on constate, c'est des mortalités massives. Vous avez tous vu l'état des gorgones. Quand il y a des vagues de chaleur, on appelle ça des anomalies thermiques parce que c'est des périodes de chaleur anormales. Souvent, ça se produit à l'automne, hein, un automne très doux et où on va avoir des eaux très chaudes en profondeur. Les espèces profondes n'ont pas l'habitude de ces eaux chaudes et elles vont en subir les conséquences, mourir ou se nécroser. Voilà, donc ça, de toute façon, en Méditerranée, on le subit de plein fouet. Et dans l'avenir, il faut s'attendre à voir des transformations de nos écosystèmes qui vont forcément souffrir de ce réchauffement. Il y a des espèces qui vont disparaître peut-être. Il y en a d'autres qui vont apparaître, notamment toutes les espèces venues de mer Rouge qui se trouvent actuellement dans le bassin oriental, mais qui ont tendance à revenir dans les zones plus au nord. Récemment, on a trouvé justement une algue rouge à Port-Cros qui s'appelle l'Ophocladia. C'est une algue de mer Rouge qui, typiquement, était installée dans le bassin oriental depuis le début du siècle, depuis le début du siècle, du XXe siècle. Et là, hop, elle est arrivée sur les côtes françaises. Voilà. Donc, il va y avoir des aliens qui vont arriver et qui vont transformer certainement nos paysages que l'on a actuellement. Voilà, donc ça, c'est juste quelques exemples de ce qu'on peut constater. Ok, merci beaucoup Sandrine pour cette réponse. Je vais faire réapparaître Sébastien à l'écran, qui a sûrement peut-être des questions complémentaires. Sébastien, est-ce que tu as des questions complémentaires? Et je te laisse la parole. Écoute, ouais, Sandrine, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, notamment que ça arrivait parfois de faire des plongées un petit peu plus profondes. Est-ce qu'en gros, donc tu parlais aussi des diplômes de scaphandrier pour les opérations avec des procédures un peu spécifiques. Est-ce que vous avez du coup du personnel en fait classé 3B? Est-ce que ça vous arrive en gros d'intervenir au-delà de 50 mètres? Oui, alors pas moi. Des choses comme ça. Oui, pas toi. Du coup, pas moi, classé mais 2B. par exemple, notre responsable plongée, il est 3B. Il y a une deuxième personne qui est en train de se former. Il est déjà trimix, mais il faut être trimix d'abord dans le loisir et ensuite passer le 3B en tant que scaphandrier. Alors de plus en plus, oui, il y a un petit peu des études dans les eaux plus profondes. Le mésophotique, c'est un peu à la mode. Et puis nous, en tant que laboratoire, on a aussi des appareils qui peuvent être profonds. Ne serait-ce qu'à 60 mètres maintenant, pour aller à 60 mètres, il faut le 3B. Voilà. D'accord. Donc voilà, ils ne sont pas encore très nombreux, mais ça se développe. Ça arrive. Même dans les autres laboratoires, à Montpellier, à Marbec, il y a certains plongeurs qui sont 3B.
et qui interviennent aussi beaucoup en recycleur d'ailleurs. Bon, la plongée profonde, il vaut mieux être en recycleur vu le prix des gaz. Mais... Et puis pour des raisons de sécurité aussi, tout simplement. Ouais. Voilà. Bah écoute, c'est tout. Est-ce que ça vous arrive aussi d'utiliser des ROV, par exemple, pour envoyer un petit peu de la machinette, justement, pour observer des étages profonds? Est-ce que ça arrive? Oui, alors en fait, on a accès à la flotte océanographique française, les gros bateaux qui embarquent du matériel spécifique, ROV, sous-marins. On a une équipe au laboratoire qui travaille sur les grandes profondeurs. Et eux, ils ont fait des plongées avec le Nautile. Récemment, ils ont mis à l'eau, je ne sais pas si vous en avez entendu, le Batibot. C'est un robot sous-marin télécommandé qui va rester à 2400 mètres de profondeur au large du Var. Dans un endroit, en fait, ça s'appelle Antares, où il y a un peu un laboratoire sous-marin qui observe les grandes profondeurs. Bon, à la base, c'était un télescope sous-marin pour observer les neutrinos, donc les particules qui viennent de l'espace. Mais en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait plein de bioluminescence. Donc maintenant, ils observent la bioluminescence dans cette zone. Et bah, du coup, là, on est appelé à faire intervenir des moyens qui nous permettent d'aller très profond. Voilà, donc la ROV, sous-marin. Après, on a aussi utilisé des ROV pour faire de la cartographie sous-marine, là où on ne pouvait pas envoyer des plongeurs, pour faire ce qu'on appelle les vérités terrain, parce que quand on fait de la cartographie, on fait ça au sonar. Le sonar, il va nous dire si c'est de la roche, de l'herbier, du sable. Et ensuite, on fait des vérités terrain pour vérifier. Alors, quand c'est accessible aux plongeurs, on y va en plongée. Et quand c'est profond, ben, on envoie un ROV et puis on voit les images, etc. Voilà, donc ça nous permet de faire des vérités terrain. Il y a des systèmes de caméras tractées. Voilà, il y a tout un tas d'ustensiles. Ouais. Ok. Je me permets de faire intervenir une nouvelle question de Clément, en fait, qui nous demande s'il est nécessaire de détenir un diplôme de l'INPP pour la plongée scientifique à l'étranger. Alors, je vais apporter un élément de réponse. Hein. Donc, déjà, ce n'est pas forcément l'INPP. Il y a plusieurs écoles en France. Hein. Il y en a 3 pour l'instant. Ensuite, il y a d'autres écoles qui délivrent des mentions B. Hein. Les mentions B, ce n'est pas que l'INPP, le NS Fréjus et l'école de Bretagne, hein, puisque Aquadomia, Sébastien... Et le GRASM aussi. Aquadomia va développer aussi une mention B. Ensuite, les classements à l'étranger sont à peu près similaires, hein, je crois, Sandrine. Hein. Il faut aussi en fait, le classement français est reconnu à l'étranger. Donc, si vous êtes classe 1B ou classe 2B, c'est reconnu à peu près partout dans le monde. L'inverse n'est pas vrai. Donc, l'inverse, si vous revenez avec un diplôme étranger, notamment, j'ai une collègue qui a passé son diplôme de scaphandrier, mais en Afrique du Sud, il a fallu qu'elle obtienne une équivalence auprès de l'INPP. Donc, elle a eu l'équivalence quand même, avec quand même pas mal de tergiversations, parce qu'ils n'étaient pas trop au courant des diplômes SUDAF, mais n'empêche qu'en plus, c'est un diplôme qui demande 1 mois de formation, qui est beaucoup plus important que la durée, etc. C'est autre chose. Et elle a finalement eu son équivalence. Voilà. Mais par contre, la mention française, le classe 1B, classe 2B, ça, c'est reconnu de manière internationale. Ok, super. Merci pour cette réponse, Sandrine. Sébastien, je te laisse présenter le projet sur lequel tu travailles. Oui, donc jusque-là, Aquadomia, en fait, on faisait de la préformation scaphandrier, c'est-à-dire qu'on pouvait déjà former les plongeurs loisirs à devenir scaphandriers, donc à rentrer dans les grandes écoles, principalement pour passer le 2A. En fait, le 2A, c'est en gros ce qui concerne des gros travaux, des choses comme ça, tout ce qui est de gros travaux avec des outils hydrauliques, choses comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, d'ici novembre, donc à Aquadomia, on va pouvoir proposer en fait une formation 2B. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, la mention 2B, tu en parlais tout à l'heure, Sandrine, c'est tout ce qui recoupe en fait les interventions sous-marines, donc dans un cadre professionnel. Et en fait, on va pouvoir vous proposer en fait une formation 2B, parce qu'il y a une sous-activité dans la 2B, et elle sera principalement
axé donc sur la science et aussi sur la prise de vue. Donc, s'il y a du monde intéressé, en gros, c'est une formation de 15 jours, donc certifiante. Vous ressortez, vous avez donc le CH, qui est le certificat d'aptitude à l'hyperbarie, et qui est le certificat, en fait, indispensable pour ces interventions sous-marines. Voilà, donc on est en train de mettre en place tout ça, là, cet été, normalement. Novembre, ça sera possible pour vous de suivre cette formation. Voilà, donc on vous fera suivre toutes les infos adéquates. Et si vous avez des questions, évidemment, demandez-nous sur ce qu'on peut faire avec. Voilà, mais en gros, tout ce que racontait Sandrine sur les interventions, on reste complètement dans ce secteur-là. Voilà. Super, merci Sébastien. Donc, ça nous permettra vraiment d'avoir une offre complète, hein, puisqu'on a la préformation plongeur scientifique pour des gens qui sont tout juste niveau 1 et derrière qui pourront se professionnaliser avec cette formation. Donc, Sandrine, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter pour conclure ce live? Moi, je voudrais dire que je pense que pour être un bon plongeur scientifique, il faut être d'abord un bon plongeur. Donc, et puis après, il faut pas imaginer que voilà, la plongée scientifique, c'est quelque chose d'idyllique. Hein. Nous, on a eu l'expérience, des fois, des gens super motivés, et puis bon, qui viennent plonger, et puis bon, au bout de 2 plongées à faire des quadras, des comptages, bon, finalement, ils se sont rendus compte qu'ils préféraient aller plonger sur un tombant, faire de l'observation. Donc, tout ça pour dire que pour faire de la plongée scientifique, il faut être motivé, il faut avoir quand même un esprit naturaliste, il faut avoir envie de faire ce genre d'activité. Si vous n'avez pas forcément envie de vous orienter là-dessus, c'est pas une tare, voilà. Et c'est quand même assez spécial. Voilà, faut imaginer ça. Voilà. Super Sandrine, effectivement, ouais. En résumé, c'est un vrai travail. Je crois qu'on n'a plus de questions et donc on va pouvoir mettre fin à ce live. Je vais lancer le clip de fin. Nous, on se retrouvera juste après Sandrine et Sébastien. Écoute, ça m'a fait vraiment très plaisir que tu acceptes mon invitation. Hein, Sandrine, également. C'était top. Je suis toujours bluffé par tes interventions qui sont pleines d'anecdotes que j'écoute avec passion. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à tous. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un pouce sur cette vidéo. Dans la description, je ferai apparaître des liens qui vous permettent d'avoir le guide des trucs et astuces Aquadomia pour vous améliorer en plongée. Un lien pour avoir les espèces les plus populaires de Méditerranée, les espèces les plus populaires de Martinique, les espèces les plus populaires de Cozumel en termes de poissons. Et voilà. Merci à tous. Très, très bonne soirée. N'oubliez pas un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci à tous. T'adores ce que tu vois, tu ouvres grand les yeux quand tu plonges dans le grand bleu.